Oui, bonjour à tous. On va débuter ce webcast dans quelques instants. On va attendre 1 ou 2 minutes pour que les personnes puissent se connecter et on commence dans 1 à 2 minutes. Merci. Bonjour à tous, Christian Oberlé et Nicolas Afonso, donc ingénieur avant-vente chez CA Technologies pour la solution d'API Management. Bonjour. On va vous présenter ce webcast pour ce qu'on appelle le Full API Lifecycle Management. Donc c'est la gestion complète du cycle de vie des API et les solutions qu'offre CA Technologies par rapport à cette gestion du cycle de vie des API. Donc je vous remercie de nous avoir rejoints pour ce webcast qui sera divisé en 2 parties. Une première partie avec quelques slides de présentation que je vais présenter et ensuite une démonstration que vous fera Nicolas Afonso autour de la gestion du cycle de vie avec un exemple assez représentatif des situations actuelles que rencontrent nos clients. Donc on va rapidement positionner un petit peu le dernier Gartner, puisqu'il est assez intéressant dans la mesure où il montre l'évolution de la perception qu'a le Gartner de l'API Management, et en particulier il inclut en fait la notion de testing dans les API. Donc c'est pas l'API Management en fait est en train d'évoluer d'une solution où on exposait les API qui étaient en général dans les infrastructures des entreprises et on les rendait publiques à des développeurs, donc pour qu'ils puissent les utiliser et créer des applications sur ces API. Et donc pour ce faire, on avait souvent rajouté un portail à une gateway ou à une plateforme d'intégration. Et le marché est en train un peu d'évoluer dans la mesure où la partie intégration, certes, elle est toujours aussi importante, mais il y a d'autres aspects qui rentrent en compte dans la gestion complète du cycle de vie des API, et notamment la partie testing. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que CA Technologies, à travers la solution qu'on nous proposons, couvre tous ces aspects-là du cycle de vie des API, de la création à l'exposition et au test des API, puisqu'en fait une API, une fois qu'elle est live, on a tendance entre guillemets à l'oublier, et malheureusement si cette API ne fonctionne plus, il peut y avoir des effets qui sont très dommageables pour l'image d'entreprise, puisqu'il y a beaucoup, et pour les revenus également, ces applications liées à des transactions, et de ce fait-là, il est important aussi d'avoir des solutions complètes qui vont couvrir la partie testing. Voilà, donc pour rajouter une emphase à ce qu'a dit Christian, là en rouge, on vous a positionné donc à gauche la définition qu'on retrouve dans le dernier Gartner sur le Full API Lifecycle Management. En rouge, vous avez ce qui est apparu, les changements par rapport au cadran de 2016 versus 2018. Et donc comme vous l'avez dit Christian, on a des notions plus larges, plus complètes qui sont apparues, notamment le testing, la notion de versionning et la notion de gouvernance sur la partie portail qui n'était pas présente, où on était plutôt auparavant sur un portail qui était vraiment exclusivement dédié pour la partie catalogue, pour la partie développeur,
et moins sur la partie gouvernance. Donc on voit que c'est une définition qui s'élargit, qui va au-delà de simplement ce qu'on mettait il y a quelque temps encore derrière la notion de API management seul, qui était tourné autour de, effectivement, comme le disait Christian, d'une gateway, d'un portail. Et c'est ce qui explique aussi cette évolution, la petite animation que vous avez vue sur la droite entre les deux cadrans, 2016 et 2018, avec là les évolutions entre les différents acteurs. Voilà, donc on voit que c'est la technologie, en ce qui nous concerne, on est plutôt en phase avec les attentes du marché sur la direction que prend le Full API Lifecycle Management. Donc dans ce Full API Lifecycle Management, on représente ici sur ce schéma le cycle complet du développement des API. Donc on a sur la partie gauche, la partie bleue, on a toute la partie, je dirais, création des API, et sur la partie droite, on a la partie consommation des API. Donc CA Technologies a des solutions qui couvrent l'ensemble de ce cycle, et donc sous l'aspect Full API Lifecycle, nous offrons des solutions pour concevoir, pour imaginer en fait les API qui sont les plus à même de répondre aux besoins, les créer, les publier, les orchestrer et les sécuriser. Et sur la partie droite, évidemment, on a toute la partie consommation, donc avec le portail et les outils que nous mettons à disposition des développeurs pour la consommation des API. Alors un point quand même qui est très différenciant sur les solutions que propose CA, on verra ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans la présentation. Dans la partie planification, donc nous avons une équipe dédiée qui peut intervenir chez nos clients pour faire plutôt du conseil autour de la définition des API et du positionnement des API. On a aussi sur la partie consommation un SDK donc qui adresse la partie mobilité, dans la mesure où aujourd'hui l'essentiel des transformations digitales est, je dirais, tiré par les consommateurs et les applications mobiles. Donc CA est très bien positionné sur ce marché avec la capacité un SDK qui permet très facilement de faire du développement et d'insérer des API dans des applications à la fois sur iOS ou sur Android, et notamment de sécuriser les API. La sécurité étant un deuxième aspect extrêmement important de la solution proposée par CA Technologies et qui a toujours été un point extrêmement fort chez CA, donc l'intégration et l'orchestration de différents patterns de sécurité dans l'entreprise avec la gestion de tokens SAML, de tokens JWT, la notion de gestion d'OAuth. Donc ce qui fait une solution CA qui est assez complète. Et le dernier positionnement et le dernier différenciateur de CA, c'est le positionnement dans la partie bleue à gauche, dans la partie création de services, une approche microservice, avec notamment une micro-gateway qui a été développée par CA et mise sur le marché depuis l'an dernier. Voilà, donc merci Christian. Donc là, vous avez parlé dans le premier slide de la définition des analystes. Aujourd'hui, ce qu'il y avait dans la définition du Full API Lifecycle Management. Et donc voilà, ce que Christian vient de vous présenter, c'est nous, chez CA Technologies, quelle est notre définition, puis on voit qu'en fait on match plutôt bien avec ce cycle de vie complet, infini, qui adresse tant les développeurs d'API, les propriétaires, les API owners, que les consommateurs d'API, les développeurs. Alors, pour illustrer un peu la suite, l'exemple qu'on prendra, ça va être le suivant. Alors, bon, on a choisi de prendre un exemple dans le monde bancaire, parce qu'on trouvera les besoins de sécurisation notamment. Donc là, ici dans l'exemple, on a un core système bancaire qui est un monolithe, qui est un système d'information qui est totalement opaque et centré sur lui-même, pas ouvert. Et on a un besoin aujourd'hui du business qui vient voir l'IT en disant j'aimerais bien disposer pour mes conseillers clientèle en agence d'une application mobile qui accède aux données du référentiel client et qu'on puisse faire des actions sur celui-ci. Bien sûr, on a besoin d'être sur les dernières technologies, donc d'exposer des API à l'état de l'art, des choses comme des API REST avec des flux type JSON, avec des couches de sécurisation aussi standardisées. Quand on parle d'accès en mobilité, aujourd'hui, on utilise le protocole le plus communément utilisé, c'est de l'OAuth 2. Notre business nous demande aussi d'avoir des API qui sont industrialisées. J'ai besoin d'avoir un vrai reporting et des insights sur ce qui se passe en termes d'expérience pour les utilisateurs, pour mes conseillers, en termes de performance notamment des API. Et puis bien sûr, il va falloir que ça soit prêt pour hier, comme d'habitude.
donc avec un timing très short. Donc ça, c'est l'exemple qu'on va dérouler, on va illustrer. Donc là, on va vous présenter des choses avec des slides, mais aussi faire dans la démo. Et l'idée, c'est de vous montrer comment je peux passer justement de cette étape où j'ai un monolithe qui n'expose pas de service, avec un référentiel dans un coin qui n'est pas servicé, qui n'est pas APIsé, à une API consommée par un mobile, tout ça de manière sécurisée, industrialisée. Voilà, c'était l'idée. Donc avant la démo, on va juste vous représenter la solution. Donc, comme vous ai montré sur ce site, on va commencer par l'API Academy. Donc l'API Academy, ce sont des experts qui interviennent donc auprès de nos clients. Donc ils sont indépendants de CA et ils sont assez reconnus sur le marché, puis ils ont publié plusieurs livres autour des microservices, de la sécurité de la sécurité des microservices. Et donc ces partenaires interviennent pour faire du conseil autour de la valorisation de vos infrastructures et notamment autour de la valorisation de ces infrastructures par l'exposition des API. Donc certains de ces personnes qui font partie de l'API Academy, il y a notamment Mehdi Medjaoui qui a créé les API Days, donc certaines personnes qui sont aujourd'hui présentes dans le webcast connaissent très certainement. Par ailleurs, il y a aussi dans la partie service de CA des experts qui interviennent chez nos clients pour la mise en œuvre de nos solutions. Donc ils font plutôt du service, donc pas du conseil stratégique, mais en plus du service pour la mise en œuvre des solutions et permettre aux clients de tirer le meilleur parti des solutions proposées par CA. Alors, le deuxième composant donc, de l'architecture, c'est la partie création d'API. Donc, ce produit, c'est le Live API Creator. Et donc, on a présenté en fait les prochains slides sous la forme de use case. Donc ici, le use case, c'est j'ai des données qui sont dans des bases hétérogènes ou des fichiers plats ou qui sont injectés par des flux de messages, donc des flux MQTT, donc pour de l'IoT ou du Kafka, ou des queues plus classiques comme le JMS. Et l'idée, c'est de dire comment moi je peux facilement soit consommer ces flux et donc faire du processing par rapport à des événements qui arriveraient par ces flux, mais aussi exposer des API ou créer des API qui sont créées à partir de données qui sont dans les bases. Donc typiquement par exemple quand on va faire de l'IoT, on peut avoir des événements qui vont rentrer, stocker ces événements dans des bases et puis après on voudra exposer avec de la gouvernance ces différentes données à différentes personnes assez simplement. Donc pour ce faire, CA propose une solution qui s'appelle le Live API Creator, qui est un outil d'intégration qui permet en plus de mettre de la gouvernance. Donc c'est un aspect, comme on l'a dit en introduction, qui est assez important dans la notion de Full API Lifecycle Management. Et donc c'est d'autant plus important aujourd'hui avec les problématiques de sécurité sur les données et de protection des données. On peut autoriser certaines personnes à avoir certaines données. Et on fait ceci très simplement, sans développement en fait, avec une interface qui est très pratique à utiliser. Donc c'est un outil que montrera Nicolas dans la démonstration. Voilà, donc l'idée c'est vraiment par une approche low-code de passer d'assets qui ne sont pas valorisés, pas servicés, à des API, à l'état de l'art. On verra plus tard, en quelques clics avec cette approche low-code, je crée des API REST avec des formats qui peuvent être JSON ou XML et c'est des vraies API complètes. Il y a de la pagination, il y a de la gestion du filtrage, voilà, tout ça c'est fait automatiquement par l'outil. Et on a aussi le contrat d'interface. Donc là, on suit aussi les standards Swagger en termes de contrat d'interface de ces API REST qui sont automatiquement générés. Voilà. Donc le deuxième outil, c'est la Gateway qui est, je dirais, la pierre angulaire de la solution de CA autour de l'API Management et qui permet, la Gateway donc permet d'exposer et de publier ces API vers les développeurs. Donc notamment avec la Gateway, on va pouvoir orchestrer des services qui viennent de différents environnements hétérogènes, faire de l'intégration autour de protocoles de transport, donc du TCP, du FTP, par exemple, mettre de la sécurité et aussi gérer toute la partie d'intégration de sécurité, donc gestion de token JWT, gestion de token SAML, gestion de token OAuth, puisque la Gateway est également serveur OAuth. Donc c'est en fait une boîte à outils extrêmement facile à utiliser, c'est un moteur de règles avec des règles qu'on peut très facilement instancier
et qui vont s'exécuter donc quand on va appeler une API qui sera exposée. Donc les règles seront exécutées les unes après les autres. On peut faire du branchement conditionnel, on peut mettre de la logique métier également, on peut faire de l'orchestration entre des services hétérogènes qui sont dans différents back-ends. Donc c'est un outil extrêmement complet pour sécuriser et créer, sécuriser et exposer des API consommées par les développeurs. Donc en fait, en plus de cette solution, on aura un portail. Les développeurs s'enregistreront sur le portail et pourront ensuite consommer ces API. Alors un aspect important de la solution, qui a été rajouté par CA, c'est RunScope. Donc c'est une solution en mode SaaS qui permet en fait de faire du monitoring d'API. Donc on peut définir dans RunScope les API qu'on souhaite monitorer, donc les API qui sont plus critiques que d'autres. On peut définir des critères de succès ou d'échec, et RunScope va être une forme de heartbeat intelligent et qui pourra après, s'il y a un problème, s'interfacer avec des plateformes comme Slack ou HipChat et notifier les personnes en charge des API de problèmes qui apparaissent sur les API. Donc typiquement par exemple, un cas qui est relativement fréquent, c'est qu'on va avoir une API qui va exposer une API REST par exemple, qui va retourner des données donc sous forme de données sous forme de JSON, et il se trouve que le développeur il modifie son API dans le back-end, et l'API qu'il va publier en fait aura un schéma JSON qui va être différent de l'API initiale. Mais si on fait du monitoring, on peut définir en fait c'est le fait que la réponse doit conformer à un certain schéma, et si le schéma change, on peut envoyer un message d'erreur donc à des personnes qui sont en charge du développement et dire en fait il y a un problème et il faut identifier le problème et le résoudre. Donc RunScope en fait est là pour monitorer vos API et s'assurer que même si vous ne les monitorez pas de façon active, vous serez informé en cas de problème. On peut définir sur RunScope pas mal de paramètres. Dans la mesure où c'est une solution SaaS, on peut décider de faire du monitoring de plateforme pour les API qui sont exposées un peu partout dans le monde. C'est une plateforme SaaS avec des serveurs distribués qui vont faire du monitoring distribué sur les API. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai la possibilité, suivant le déploiement que j'ai et la consommation de ces API que j'ai, par exemple de dire que je veux faire un monitoring qui vient de telle plaque, de telle zone géographique sur telles API, etc., de mettre des alertes qui sont différentes en fonction de la localisation. Et puis un autre point aussi qu'on voit qui est moins évident, on va dire, quand on parle d'API monitoring, c'est aussi monitorer les API tierces qu'on utilise dans le cadre de nos applicatifs. Alors peut-être qu'ils sont utilisés par nos gateways pour faire de la transformation, des choses comme ça, mais surtout les API qu'on utilise de tiers pour être aussi alertés quand elles tombent, parce que si elles peuvent être potentiellement aussi critiques pour nous, on a besoin d'être notifiés. Donc c'est aussi bien de mettre ça en place avec ce genre d'outils pour avoir un monitoring API unifié au niveau de l'entreprise. Donc BlazeMeter est un autre outil qui a été rajouté à la plateforme, donc pour la partie test de performance. Donc là on va adresser un autre cas d'usage assez fréquent, c'est quand on va développer une API et puis on va se dire bon en fait quand l'API sera développée, on va la tester. Il se trouve en fait souvent que la partie testing et notamment test de performance est effectuée à la fin du cycle de développement, voire même pas effectuée du tout, et du coup on arrive à mettre en production les API en se disant qu'elles vont tenir le coup, tenir la charge, et puis arrive ce qui doit arriver, le trafic augmente, notamment par exemple pour les API qui sont liées à des plateformes de e-commerce. Si en période de solde, etc., le trafic peut augmenter de façon significative. L'API, le back-end ne peut plus supporter la charge et du coup il y a des pertes de revenus qui sont directement impactées par ces problèmes d'API. Au-delà aussi de l'image un peu désastreuse que vous donnez de votre plateforme. Donc BlazeMeter c'est une plateforme de test de performance en mode SaaS. Donc qui fonctionne un peu, je dirais, comme en termes de déploiement comme RunScope. Donc vous pouvez définir les points les points géographiques à partir desquels vous pouvez faire du test, à partir desquels vous voulez faire du test de performance. Et puis vous dites à la plateforme BlazeMeter qu'en fait vous voulez tester les performances d'API en fonction d'un schéma de montée en charge par exemple, que vous pouvez définir dans des fichiers tels que des fichiers JMeter
par exemple, vous allez charger votre fichier JMeter et automatiquement BlazeMeter, vous pouvez définir sur une interface, définir le nombre de personnes et le nombre d'accès concurrents qui vont être effectués. Et BlazeMeter va automatiquement instancier les différents serveurs nécessaires à l'exécution de ces tests en charge et va injecter des transactions sur votre API à partir de serveurs donc, qui sont répartis dans le cloud sur les zones géographiques à partir desquelles vous souhaitez faire ces tests. Et les tests vont être exécutés et je dirais, suivant le nombre d'utilisateurs concurrents, mais en quelques minutes, vous avez une vision précise de la tenue en charge de vos API. Donc c'est un outil qui est extrêmement important et qui permet de ce qu'on appelle de faire dans le jargon du monde du testing, du shift left, donc de déplacer en fait l'exécution de vos tests de performance le plus tôt possible dans vos cycles de développement d'API. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant, extrêmement intéressant et qui répond bien à la demande de nombreux développeurs puisqu'en fait JMeter c'est un outil qui est classiquement utilisé pour exécution de tests de performance. Un autre aspect aussi important de BlazeMeter, c'est comme les tests sont exécutés à partir de serveurs qui sont en dehors de votre réseau, vous avez vraiment une vision de la performance qui est celle qu'auront les utilisateurs de vos API. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement complet en termes de performance. Alors au-delà de la plateforme elle-même, on a rajouté de la gouvernance également, puisqu'on peut définir en fait des projets avec plusieurs développeurs et gérer en fait un pool de développeurs pour l'exécution de tests. Donc on a un monitoring extrêmement complet de quel développeur a effectué quel test. Donc c'est au-delà, je dirais juste de la partie réalisation d'un test, il y a aussi la partie gestion d'une équipe de développeurs et gestion d'une équipe de testing de façon assez unifiée et centralisée. Alors, comme dit au niveau de la présentation donc initiale, un des différenciateurs de la solution de CA Technologies, c'est la partie mobilité. On se rend compte aujourd'hui que la consommation des API, elle est tirée, j'ai envie de dire, par les applications mobiles qui sont développées autour des API. Et donc, CA Technologies adresse ce besoin par la mise à disposition de kits de développement et kits d'intégration de la sécurité dans les applications mobiles. Donc, quand une application mobile va appeler des API, il y a des spécificités autour du monde mobile qu'il faut adresser, donc du type mot de passe one-time password, comme on dit, donc mot de passe unique, two-factor authentication, faire de la push notification aussi. Donc ça, ce sont des besoins qui sont très spécifiques au monde mobile et qui sont adressés justement par ce SDK mis à disposition de CA. Et ce SDK va s'interfacer avec la Mobile API Gateway, qui est en fait le même socle technologique que la gateway que nous avions présentée donc il y a quelques instants, et qui comprend en plus des spécificités pour adresser ces cas d'usage dans le domaine du mobile. Donc notamment à partir de ce kit, on va pouvoir proposer des solutions qui vont mettre en place une sécurisation globale des applications, notamment en fait ce qui repose sur trois choses: qu'on consomme des API avec une application mobile. Il y a la sécurité liée au device, la sécurité liée à l'utilisateur et la sécurité liée à l'application. Et ces trois choses forment un triptyque qu'il faut adresser en même temps. Et donc, CA propose des solutions autour de la Mobile API Gateway dans ce domaine. Le socle technologique, comme j'ai dit, globalement est le même entre la Gateway et la Mobile API Gateway. Et un client peut très bien commencer avec la gateway et après évoluer et rajouter en fait ces plugins pour avoir une mobile gateway et adresser le monde mobile et les déploiements d'applications mobiles. Donc je dirais une solution extrêmement riche qui permet à la fois de créer des API, donc comme on l'a vu avec Live API Creator, jusqu'à la consommation de ces API à travers l'application mobile. Alors la micro gateway est une solution déployée par CA depuis la fin de l'année dernière et qui va adresser des nouveaux cas d'usage avec l'apparition de microservices et des architectures microservices sur lesquelles CA entend jouer un rôle important. On a une approche qui est plus orientée, je dirais, DevOps. Donc les développeurs vont se focaliser sur la création de microservices. Et l'idée de la micro gateway, c'est d'extraire en fait des microservices des choses qui peuvent être entre guillemets factorisées et mieux adressées par des composants tels que des micro gateways. Donc notamment, on pourra dire la partie business du développement de microservices est effectuée par les développeurs. Par contre, s'ils souhaitent protéger leurs microservices
en faisant de la limitation de trafic, tout ça c'est adressé par la micro-gateway. Et la micro-gateway, c'est aussi de se positionner dans cet environnement de DevOps, donc, et de microservices. Donc, il y a ces patterns de consommation qui apparaissent et qui sont un peu nouveaux, notamment donc une architecture orientée sur la base de conteneurs Docker et le déploiement sur des plateformes telles que des plateformes PaaS, donc telles que OpenShift et Kubernetes. L'intégration avec des repositories. Donc, dans la gateway classique, on va stocker en fait les règles qui seront exécutées quand on va exposer les API. On va stocker ces règles dans des bases classiques, bases MySQL. Pour des architectures, donc microservices, et pour la micro-gateway, on va utiliser des repositories, souvent qui sont fournis avec les plateformes PaaS, donc telles qu'OpenShift. Donc on va utiliser du Consul, du Postgre, par exemple, et on va être vraiment orienté DevOps, c'est-à-dire qu'en fait, on va plus vraiment créer de policies dans la gateway, mais on va publier en fait un fichier JSON qui lui-même va définir ces policies et qui seront mises en œuvre donc par la micro gateway quand on va appeler en fait un service proxifié qui sera derrière la micro gateway. Alors l'un des avantages aussi de la micro gateway, c'est que c'est un composant qui est configurable. Donc vous pouvez customiser vos micro gateways, créer des policies et des règles spécifiques, et quand votre conteneur, donc vous créez après avoir créé ces règles, vous créez une nouvelle instance, une nouvelle image Docker de votre micro gateway qui elle aura ces règles customisées, et quand on va instancier un conteneur, on aura de facto ces images, ces règles customisées qui seront immédiatement disponibles. Donc on a aussi la flexibilité d'étendre les capacités de la micro gateway assez facilement avec les outils classiques proposés par CA pour la gateway. Donc, comme dit, la micro gateway se positionne en tant qu'outil d'orchestration de services REST essentiellement. Donc, à la différence de la gateway, la micro gateway ne va adresser que les services REST JSON et pourra aussi faire de l'orchestration de services REST en utilisant notamment le pattern Jolt disponible pour les services REST JSON. C'est ça, c'est vraiment, si on doit la résumer, la micro gateway, elle est née d'un besoin qu'on a vu chez nos clients aujourd'hui quand on continue la modernisation de leur système de leur architecture de service, donc de leur système d'information, avec des problématiques qui arrivaient quand on commençait à industrialiser la partie microservice, un peu à l'instar de ce qu'on a eu il y a quelques années quand on industrialisait le nombre d'API sur des architectures plus classiques. Donc là, avec les microservices, on avait besoin effectivement d'orchestration, sécurité au dernier kilomètre, de routage qui va être dynamique parce que j'ai besoin à la volée de pouvoir ajuster le nombre de conteneurs qui vont délivrer mes microservices, ces choses-là. Voilà, ça arrive sur ces besoins-là, donc un micro gateway qui va pouvoir gérer ça, ces patterns et ces besoins-là. Là. Alors l'autre outil qui fait partie de la solution donc de Full API Lifecycle Management, c'est la solution de Precision Monitoring. Donc avec cet outil-là, on aura en fait on va étendre le monitoring des policies qui sont exécutées sur la gateway, et notamment on va pouvoir avoir une visibilité granulaire, très granulaire des règles qui sont exécutées. Donc par exemple, vous avez un service, ce service il est proposé à la suite d'orchestration. Donc, dans l'orchestration, on va se connecter par exemple à un serveur LDAP pour récupérer l'identité d'un utilisateur, puis on va créer un token, puis après avec ce token, on va se connecter à des serveurs d'application ou des bus ou des bases. Et la solution donc Precision API Monitoring permet d'avoir une visibilité du temps d'exécution de chacune de ces connexions. Et si par exemple il y a une connexion qui devient lente, globalement, le temps de réponse de l'API va être extrêmement lent. Et souvent, il est très difficile pour les entreprises qui ont des parcs de gateway déployés, des services qui sont distribués sur plusieurs data centers, de facilement trouver la cause du problème. Avec Precision Monitoring, en fait, on a des dashboards qui permettent facilement, en quelques clics, d'arriver à la cause d'un problème et de définir et de faire du root cause analysis. Precision Monitoring va fonctionner, je dirais, en tandem et de façon très complémentaire avec la solution RunScope. RunScope va pouvoir par exemple détecter un temps de réponse anormalement lent, et avec Precision Monitoring vous allez pouvoir mettre le doigt très rapidement sur l'endroit
qui pose problème et la plateforme qui pose problème dans l'exécution de vos API. Donc c'est des outils très complémentaires et qui permettent d'avoir une visibilité de bout en bout sur l'exécution de vos API, ce qui est souvent un problème pour les personnes. Quand on expose une API, en fait, on va créer une API, on va orchestrer cette API en s'intégrant à plusieurs backends, et puis on va mettre cette API, je dirais, en œuvre, et puis après on aura tendance à l'oublier, et malheureusement, quand il y a un problème qui survient, je dirais c'est un peu la panique, parce qu'on a du mal à trouver l'endroit et le problème, la raison du problème. Et donc les outils qu'on propose permettent de résoudre ces cas d'usage extrêmement fréquents chez nos clients. Donc là, on a fait un petit résumé en termes d'architecture. On vous a parlé de beaucoup de produits, c'est un petit peu dense, qui venait justement s'inscrire dans ces besoins, qu'on couvre les besoins autour de la gestion complète du cycle des API. Et sur tout à droite, voilà, on a commencé avec effectivement nos référentiels, nos assets, des bases de données, fichiers plats qui n'étaient pas servicés, une couche d'exposition à travers le Live API Creator, qu'on peut considérer comme étant un microservice, puisque c'est du conteneur, on respecte les parties, les essentiels, l'essence de microservice, qu'on peut orchestrer, gérer à travers une micro-gateway, rajouter les couches de protection vis-à-vis de l'extérieur, toutes les attaques OWASP et compléments sécuritaires vis-à-vis de l'exposition au-delà du système d'information. Donc on va exposer à travers la gateway, partie gouvernance, catalogue, promotion de mes services à travers le portail. Notre outil d'APM que Christian vient de vous introduire juste auparavant, qui est API Précision Monitoring. Et puis pour finir dans l'industrialisation de mes API, une fois qu'elles sont exposées à mes consommateurs au-delà de mon système d'information, au-delà de mes firewalls, et ben avoir une visibilité, en tout cas m'assurer que les API restent performantes, que l'expérience utilisateur est optimale et que les API sont censées répondre ce à quoi on s'attend. Donc c'est là où on a le tandem BlazeMeter pour la performance et RunScope pour le monitoring de l'extérieur qu'on voit en bas qui rentre en jeu. C'était une vue un peu plus globale pour les repositionner dans une architecture, ce que ça peut donner. Alors sur ce schéma, vous avez également le portail qui fait évidemment partie de la solution d'API Management et qu'on présentera avec plus de détails dans la démo que va vous faire Nicolas. Donc je vais passer la main à Nicolas pour la démo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster sur le chat et on y répondra à la fin de la présentation en détail. Hop, normalement, on devrait voir mon écran. Tout à fait. Voilà. Alors je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure que je vous introduisais. Alors je vais mettre ça en un peu plus grand. Voilà. Que je vous introduisais tout à l'heure. Donc pour rappel, j'ai aujourd'hui un référentiel bancaire qui est dans un coin chez moi, qui n'est pas accédé à travers des API. Donc là, je me suis connecté, j'ai une base pour illustrer tout ça, une base de données. Donc je suis connecté avec un outil graphique, un client MySQL. J'ai plusieurs tables. Donc là, dans cette database bancaire, j'ai une table client. Vous voyez, avec différents attributs sur mes clients, son first name, last name, date de naissance, les informations sur son adresse, son email, voilà. J'ai ce référentiel-là aujourd'hui qui est dans un coin, qui n'est pas accessible à travers d'API. Donc je vais me baser sur ces données-là pour la suite. Donc là, l'idée, c'est que j'ai envie de passer de cette base MySQL. Encore une fois, elle pourrait être tout autre, hein. On verra après ça peut être du fichier plat, ça peut être d'autres bases qui ne seraient pas du NoSQL, des choses comme ça. Et là, j'ai envie de créer une couche d'une API au-dessus de ce référentiel-là. Donc, la brique qui répond à ce besoin-là, c'est le Live API Creator. Donc, je vous présente l'interface. Donc, je vais vous montrer comment je peux simplement passer de cette base à une API avec son contrat d'interface associé. Donc, je vais créer une API. On voit qu'il y a plusieurs modes de création d'API dans le Live API Creator. Je vais partir à partir d'une base de données. On voit qu'il y a tout un tas de connecteurs qu'on fournit. Là, ici, si je vais prévoir la question en amont, c'est des plugins en fait. Tous
tous ces autres connecteurs sont bien présents dans le produit. C'est juste que là, pour la démo, je les ai pas activés dans mon installation, mais on les fournit. Donc on voit qu'on a du connecteur MySQL, SQL Server, de l'Oracle, on a du DB2 pour les mainframes, des choses comme du Postgre, du HBase, du Cassandra. Et tout ça, ça peut aussi s'étendre à partir du moment où vous avez un driver JDBC, on peut étendre ce type de connexion. Donc là, ici, je vais me connecter à une base MySQL. Hop, je me connecte, ma database qui était celle-ci. Je vais tester la connexion. Ok, j'ai pu me connecter. Je continue. Je clique sur Continue. Et donc là, automatiquement, ce qui s'est passé, c'est que l'outil il a introspecté la database. Il a récupéré un certain nombre de tables, de relations. Je clique sur Continue. Hop. Hop. Je vais juste montrer. Voilà. Donc, je vois qu'automatiquement, en fait, là, en 2 clics, j'ai une API qui est accessible à travers une URL. Alors, voyez, si je vais regarder, il a introspecté automatiquement, il m'a créé un endpoint par table. Donc, je vois Customer, c'est celle que j'avais tout à l'heure, pour rappel. Je vais la superposer avec mon... Hop, voilà. Vous voyez, je retrouve bien les éléments que j'avais tout à l'heure avec mon premier client, là, par exemple, que je retrouve bien les attributs sur mon API. Vous voyez. Donc l'API, elle est complète. On fait de la pagination automatiquement. Vous voyez une notion de pagination qui est créée. Mon API, elle est REST compliant. Je vois que j'ai déjà aussi une notion d'hypermédia qui est présente, qui peut être un peu complexe à mettre en place aujourd'hui quand on crée ce type d'API. Aujourd'hui, on sait que quand on veut une API à l'état de l'art, en tout cas complète, le contrat d'interface c'est bien, mais on s'attendrait à avoir une API autodescriptive, donc l'hypermédia c'est une réponse à ça, c'est le niveau de maturité le plus élevé dans les API type REST. Donc ça, l'outil automatiquement il me l'a généré. Vous voyez ici, j'ai les relations qui sont faites à partir de cette ressource qui a été créée automatiquement. Si j'ai besoin d'aller récupérer la liste des prêts pour ce customer là, je vois qu'automatiquement je peux le récupérer à travers cette URL. Donc voilà, donc j'ai une API qui a été créée automatiquement, REST. Voilà. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que là, on a dit, tiens, mais il accède aux données clients sans protection. En fait, c'est masqué, mais pour accéder à cette API, il faut un token. Donc ici, on prend un token administrateur, donc on a automatiquement un token qui est utilisé. Donc on ne pourrait pas accéder à cette API de façon automatique. On peut faire du filtrage. Donc quand on va importer le schéma de données, on peut filtrer les tables qu'on va importer. Donc il y a des cas d'usage, par exemple, où les clients ils ont des systèmes de données qui sont extrêmement complexes, avec des milliers de tables. On peut filtrer les bases, les tables qui vont être importées. Et surtout, on peut faire de la gouvernance sur les données. Donc là, en fait, l'idée, on a pris le cas le plus bas, c'est on a une base, une table, on va l'exposer directement. Mais l'idée du Live API Creator, c'est justement de pouvoir créer des ressources et de faire de la gouvernance sur les données qui vont être exposées. Donc c'est ce que va vous montrer Nicolas tout de suite. Tout à fait. Donc là, l'idée, effectivement, si je reste dans du mapping, on va dire bête et méchant, d'une table à une API, j'ai peut-être envie de vraiment créer mon API à partir de cette source de données. Donc, je vais créer ce qu'on appelle une ressource. Je vais me baser sur l'entité que je viens de créer qui était client. Voilà, que je vais appeler cette ressource customer. Et vous voyez, là, automatiquement, j'ai la possibilité, dans cette ressource, soit de réutiliser le schéma de table. Alors, c'est pas ce que je veux, justement, sinon j'ajouterai rien à ma logique de tout à l'heure. Mais là, par exemple, j'ai peut-être envie de juste récupérer l'ID du client, son first name, last name, date de naissance, et puis j'ai peut-être pas envie de récupérer le détail de son adresse. Voilà, je peux par exemple récupérer que ces éléments-là. Et puis j'ai peut-être aussi envie de pouvoir customiser la casse, par exemple, ou de changer le nom des last name, date of birth, par exemple. Tac, voilà. Je save, je teste, et
je vois, voilà, automatiquement, il a créé cette ressource customer avec les éléments que j'ai souhaité autour de cette ressource. Donc il s'est basé effectivement sur une table, mais là ici j'ai fait du filtrage pour dire que ma ressource cliente, elle va être composée de ces éléments-là, et pas plus. Maintenant, je peux faire des choses un peu plus complètes. Là je me suis basé que sur une seule table. Je peux rajouter d'autres niveaux, faire comme on ferait des jointures. Alors, je peux le faire à partir de la même database, mais je peux aussi aller récupérer des entités qui ne seraient pas forcément dans la même database, qui viendraient d'autres sources. C'est là où ça commence à devenir intéressant. C'est un des positionnements qui est extrêmement intéressant de la solution, c'est qu'on est en fait database agnostique. Donc, dans les entreprises, vous avez souvent des données qui sont des ressources, des données qui sont des bases Oracle, des bases SQL, des bases Postgres, maintenant avec des bases NoSQL. Et vous souhaitez créer des ressources, donc des API en fait, qui sont créées à partir de ces données. Donc, le positionnement de la solution est de permettre justement d'intégrer ces différentes bases et de créer des ressources qui viennent de données dans des bases hétérogènes. Donc, c'est une très forte valeur ajoutée qu'apporte la solution par rapport à ça également, avec la notion de gouvernance toujours et de sécurisation. C'est ça. Donc là, dans l'exemple, je vais rajouter un nouveau niveau à ma ressource et automatiquement, je vois qu'il va récupérer les relations qui existent autour de cette entité customer. Donc je vois que je peux aller récupérer par exemple la liste des cartes de crédit, par exemple. Et là, ce qu'il va me proposer, c'est la même chose que tout à l'heure. Est-ce que je veux récupérer l'ensemble de tous les attributs ou pas? Bon là, je vais récupérer la même chose. On voit que la jointure, automatiquement, va le faire avec le référent, avec l'ID du client. Je sauvegarde, je teste, et je vois qu'automatiquement, vous voyez, il m'a récupéré mon API, ma ressource, customer. J'ai bien les informations de mon entité client, mais j'ai aussi automatiquement récupéré toutes les informations sur ces cartes. Encore une fois, avec une API où j'ai de l'hypermédia, etc. Voilà, donc ça c'était le premier point pour la création. Le deuxième point, c'est sur la partie effectivement documentation. Mais hop là, j'ai zoomé, pardon. Partie documentation de mes API. Donc je vois automatiquement, j'ai un Swagger qui était généré, que je peux accéder à travers une URL qui est présentée ici. On peut choisir de la protéger, il me manque un H, de la protéger ou pas. Vous voyez, donc là automatiquement ce qui se passe, c'est au fur et à mesure que j'édite, que je crée mon API, j'ai mon contrat d'interface Swagger qui est généré. Voilà. Et donc là je retrouve les informations sur la ressource que je viens de créer là juste auparavant, vous voyez, où je retrouve la jointure, en tout cas avec les informations de carte et les informations clientes que j'ai réalisées. Donc comme je vous disais, l'API automatiquement elle est assez complète. Vous voyez, on peut jouer sur la pagination, on peut jouer sur le filtrage, l'ordonner par rapport à un attribut de ma ressource, des choses comme ça. Ça, il n'y a pas c'est vraiment une approche low-code. J'ai pas besoin, pour les plus techniques d'entre vous qui développent aujourd'hui des API, c'est des choses qui peuvent être un peu complexes à mettre en œuvre. Là, en approche low-code, en quelques clics, j'ai créé cette API. Et surtout, la complexité vient aussi de la mise en œuvre de la gouvernance. Donc, quand on va créer des API, créer une gouvernance de façon facile, où on va dire telle personne avec tel profil peut accéder à telle API, telle donnée, c'est extrêmement complexe à maintenir également. Et donc, toute cette partie gouvernance, on va pas forcément passer beaucoup de temps aussi par rapport à ça, mais on a la capacité à définir des tokens et gérer des profils et des rôles, justement pour sécuriser l'accès aux données. Donc, c'est un aspect très important de la solution également du Live API Creator. Voilà, donc c'est ce que Christian venait de vous décrire. Je peux aller gérer des choses très fines avec la gestion vraiment crude sur toutes les entités qui sont accédées. Donc c'est vraiment une gestion qu'on peut faire très fine sur les accès aux API. Donc là, j'ai une API qui est exposée en soi. Alors, hop, je vais revenir ici pour lui donner une URL qui est un peu plus parlante. Ce qui m'a automatiquement créé ces éléments, voilà. Hop. Voilà, on a mis à jour, comme ça l'URL sera un petit peu plus nice que l'identifiant automatiquement généré. Donc j'ai cette API là qui est accessible, exposée par le Live API Creator. Maintenant, je vais aller la step d'après, je vais aller maintenant l'exposer au-delà de mon système d'information, où j'ai besoin de rajouter une couche de sécurité supérieure et la partie vraiment gouvernance, la partie
intégration classique dans ma plateforme d'API Management. Donc là, je vais vous présenter la partie portail, l'API Portal. Je vais me connecter. Hop. Donc là, je suis connecté sur le portail d'API. Donc le SAP API Developer Portal. Un portail d'API, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on lui demande? Les piliers essentiels, ça va être le premier, pouvoir publier, effectivement, des API à travers ce portail. Gérer la communauté de développeurs, en leur affichant une documentation, en leur proposant des outils pour pouvoir tester simplement, rapidement, pour s'onboarder, consommer mes API. Et la partie monitoring, qui est très importante, d'avoir des vrais insights sur moi en tant que propriétaire d'API, savoir qui consomme quoi, dans quelle proportion, est-ce que les plans de consommation ils sont adaptés à l'usage qui est fait des consommateurs, la partie aussi consommateur, qui est aussi ce retour-là. Voilà, donc c'est on va dire les trois piliers. Donc ici je suis connecté en administrateur, je vais publier l'API que je viens de créer dans mon Live API Creator. Donc soit j'avais une API dans un backend qui était déjà disponible, soit je viens de la créer avec le Live API Creator. Donc là, je vais ajouter une API. Quand j'ajoute une API dans la plateforme, le premier élément qu'on va me demander, parce qu'une API, qu'est-ce qu'il a défini? C'est son contrat d'interface. Donc, je vais commencer par aller ajouter le contrat d'interface de mon API. Donc là, sur mon bureau, j'avais déjà sauvegardé en amont le Swagger que vous avez vu là, ici. Voilà, j'avais déjà sauvegardé. Donc, je vais l'intégrer. Donc, je vois que automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il va m'introspecter le fichier Swagger. Alors que je peux éditer si je veux changer le versioning, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Hop, je vais récupérer juste l'information de l'URL de mon backend qui est là. Donc là ici je mets les informations du backend de l'API. Je vais rajouter une API dans la plateforme. Il va falloir que je précise quelles sont les conditions d'utilisation pour les développeurs. C'est-à-dire pour les développeurs, quand ils vont s'enregistrer pour consommer une API, il y aura des conditions d'utilisation qui s'afficheront. Donc ici j'ai le choix, donc on peut en positionner plusieurs. Ici je vais choisir quelles vont être la partie scope de visibilité. Quel scope de visibilité? Donc est-ce que c'est une API qui va être publique? C'est-à-dire que n'importe quel développeur qui a accès à la plateforme pourra demander la consommation de cette API, ou est-ce qu'elle va être privée? Et si elle va être privée, on pourra restreindre son accès à ce qu'on appelle une notion d'organisation, c'est-à-dire qu'une organisation, c'est une entité qui peut être interne ou externe, qui sera inscrite sur le portail et qui intègre plusieurs développeurs. Donc ici, c'est le premier niveau d'information. Le deuxième niveau d'information, ça va être quelle va être l'URL d'exposition à travers la gateway. Donc ici, je peux choisir le nom que je souhaite. Je vais mettre CRMV1 par exemple. Et là où on a de l'intelligence, parce que si je m'arrêtais à ce niveau-là, tout ce que j'aurais, c'était proxifier l'API que j'avais créée à travers la gateway. Ici, on va rajouter des traitements. Quels sont les traitements que je vais avoir appliqués dans la gateway? Donc ici, nous, on fournit un certain nombre de templates natifs. Est-ce que je veux faire du contrôle d'API key? Est-ce que je veux rajouter de la logique au contrôle de l'hôte? Est-ce que je veux faire du rate limiting, du quota, des choses comme ça? Mais ça, c'est extensible. C'est là la force de la chose. C'est comment je peux pouvoir étendre ces policy templates là. Donc là, ici, je vais rajouter une couche de protection